Ah cool. Tu vas pouvoir nous dire si t'es pour ou contre le projet de réforme des retraites lancé par le gouvernement? Pas du tout. Oh allez, on a besoin de l'avis d'un expert là. Eh ben non, justement, il n'y a pas besoin d'être un expert. Il y a juste besoin de se demander dans quelle société on veut vivre. Cette réforme n'a rien d'une obligation financière liée à un problème budgétaire compliqué ou je sais pas quoi. C'est pas une réforme justifiée par la technique, c'est une réforme justifiée par l'idéologie politique. Donc chacun peut se faire sa propre opinion en fonction de ce à quoi il croit. Mais n'importe quoi. Il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs. On vit aussi beaucoup plus vieux. On n'a pas le choix de réformer le système, sinon il va s'écrouler. Eh ben non, pas du tout en fait. Attends, tu vas quand même pas nier qu'il y a un problème de financement des retraites. On va en parler, t'inquiète. Je précise que je vais couvrir plusieurs points au cours de cette longue vidéo et que donc vous pouvez aller directement au passage qui vous intéresse via les timecodes que j'ai mis en description. Sinon, comme d'habitude, on va commencer par contextualiser en parlant des systèmes de protection sociale en général, comment ça marche, on va regarder un peu ce qui se fait en Europe notamment, et puis petit à petit, on va zoomer sur le fonctionnement du système de retraite en France et sur ce que propose le gouvernement pour le remplacer. C'est parti. Camarades, on vous exploite. On vous crève à la tâche. Et franchement, voilà. S'il vous plaît. Oui? Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Voilà. Commençons par bien contextualiser les choses. Tous les pays riches ou développés du monde ont un système de protection sociale public, donc financé par des administrations publiques, qui couvrent à des degrés divers les risques suivants. Le risque de ne pas pouvoir se loger, le risque d'exclusion sociale, le risque de se retrouver au chômage, de ne pas pouvoir élever correctement ses enfants, d'être malade ou blessé, et enfin d'être trop âgé pour travailler. Pourquoi tu dis travailler? Alors on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, tu verras. Donc voici un graphe qui te montre les dépenses. Encore des guillemets de merde, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le vocabulaire sera important pour la suite, mais je vais y revenir. Donc les dépenses publiques qui couvrent les différents risques dont on vient de parler en pourcentage du PIB en Europe. Rappel, le PIB c'est la valeur des richesses produites dans un pays en une année. Tu m'as pris pour un jambon ou quoi? Bon, je préfère être sûr. Du coup, qu'est-ce que ce graphe veut dire? Eh ben alors, en France, on dépense 32% du PIB pour la protection sociale. D'ailleurs, on peut dire la Sécu, non? C'est bien la sécurité sociale dont on parle là. Eh ben non, pas vraiment. La Sécu gère les risques santé, famille, maladie, accident du travail. Là, regardons plus le chômage, qui dépend de l'UNEDIC en France, et d'autres aides, notamment insertion sociale, qui sont versées par les collectivités locales. Et puis, la protection sociale des fonctionnaires n'est pas gérée par la Sécu, mais par l'État directement. Du coup, c'est pour ça que le trou de la Sécu, c'est pas la même chose que le trou de la protection sociale. Et puis, de toute manière, parler de trou n'a pas vraiment de sens. Bon, mais on verra ça plus tard, ok? Continue de me dire ce que tu vois sur ce graphe. Ok, donc 32% du PIB, alors qu'en Allemagne ils dépensent que 26%, en Irlande 14%. Ah putain, les Irlandais ils doivent en chier. Alors oui, mais en fait non. Les Irlandais ont un PIB par habitant artificiellement élevé parce que paradis fiscal. On en a déjà parlé dans cette vidéo. Tiens d'ailleurs, regarde ce que donnent les dépenses de protection sociale par habitant et par mois en ajustant pour les différences de pouvoir d'achat entre les pays. Tu vois que le classement n'est plus du tout le même. La France n'est plus la première et les derniers sont bien ceux qui ont pris la crise des subprimes et de l'euro en pleine tronche. Grèce, Portugal, Espagne, Irlande, Italie. Oh la vache, la Suisse, 500 balles par mois et par personne en moyenne contre 1600 balles pour les Suédois. Eh ben niveau solidarité, ils sont pas au top du hip-hop les Helvètes. Donc, première chose à bien comprendre, les dépenses des uns sont toujours les revenus des autres. On parle de dépenses publiques, mais ce sont en réalité aussi des revenus pour toutes les personnes qui touchent ces aides. La somme des dépenses totalise toujours aussi la somme des revenus. L'économie est une boucle. Si je te sors un rapide schéma du fonctionnement de l'économie, voilà comment il faut comprendre le système de dépenses publiques en général. Les dépenses des uns pour acheter des produits ou des services neufs sont les revenus des autres et font apparaître le PIB. Parce que pour pouvoir acheter/vendre une nouvelle richesse, il faut d'abord l'avoir produite. Or c'est ça que mesure le PIB, la production de nouvelles richesses achetées donc vendues. Donc sans offre, sans production, pas de PIB, mais sans demande pour écouler la marchandise, pas de PIB non plus. Ensuite, les revenus peuvent être épargnés et utilisés pour de futures dépenses. En attendant, soit l'épargne reste là où elle est, soit elle peut servir à alimenter les marchés financiers et immobiliers, qui spéculent avec si c'est de l'occasion ou qui financent l'économie réelle si c'est du neuf. Et puis les dépenses de l'économie réelle et celles de la spéculation sont aussi financées par la création monétaire. Bon, je simplifie vachement, mais c'est juste pour que tu aies une idée.
Ouais, non mais je vois bien, c'est hyper simplifié, il manque plein de trucs, hein. Donc bref, les administrations publiques sont financées via le remplissage de 3 tirelires. Celle qui sert aux collectivités locales, celle qui sert à la protection sociale et celle qui sert au budget de l'État. C'est le pouvoir politique, donc les députés, les sénateurs et le gouvernement, enfin, depuis que l'élection présidentielle tombe la même année que les législatives, c'est surtout le gouvernement, parce qu'il a toujours la majorité à l'Assemblée nationale, qui choisit ceux qu'il faut taxer pour remplir ces 3 tirelires. Ouais, merci Chirac. Ouais, en même temps, je te rappelle que ça a été voté par référendum. Ouais, je sais. Donc les 3 tirelires. Pour celle de l'État, c'est avant tout la TVA, les impôts sur le revenu et sur les sociétés qui la remplissent. Pour celle de la protection sociale, ce sont majoritairement les cotisations sociales et la CSG. On va y revenir. Et pour les collectivités, ce sont les impôts locaux. Bon, je mets que ça, mais il y a des tas d'autres impôts et taxes. Il est possible de taxer quasiment tout et n'importe quoi, et la décision de qui on veut taxer et de combien on prend est avant tout politique. Une fois les tirelires remplis, tout est reversé sous forme de revenus aux particuliers, que ce soit les salaires des fonctionnaires ou les aides sociales, et aux entreprises, sous forme d'investissement et aussi d'aides financières. Toutes les dépenses sont toujours des revenus. Et d'ailleurs, il ne faut pas croire que la tirelire de la protection sociale ne finance que des aides. Tu as aussi des salaires et des investissements là-dedans. Par exemple, dans les dépenses de santé, il y a aussi les salaires du personnel hospitalier et l'achat de leur matériel. Ah ouais. Et ça, c'est un truc vachement important. Quand on parle des services hospitaliers financés par la protection sociale ou des pompiers, des enseignants, des militaires, des gendarmes, des policiers, des magistrats, etc., financés par les 2 autres tirelires, comme tu ne payes pas pour avoir accès à leurs services, tout est gratuit ou presque, la valeur qu'ils créent ne se mesure que par le niveau des impôts et des taxes. Dans le privé, c'est le prix qui détermine la valeur, tandis que dans le public, c'est le niveau des impôts et des taxes. Ah ouais, non mais j'avais jamais vu ça comme ça en fait. Mais genre pour la SNCF et la RATP, c'est bien ce que je paye qui finance les gars. Alors oui en partie, mais c'est aussi subventionné par les tirelires. Si elles n'étaient pas là, tu paierais tes billets plus cher. Ok, je vois du coup. Donc attention au terme dépenses publiques. C'est déjà un biais idéologique de ne parler que des dépenses sans mentionner les revenus issus de ces dépenses. Les dépenses publiques sont tout aussi importantes que celles des particuliers et des entreprises pour faire tourner l'économie. Voilà. D'accord, mais bon alors sinon on parle de retraite ou le titre de la vidéo est carrément mensonger? On y vient. Voilà le niveau des retraites financées par les pouvoirs publics en Europe en pourcentage du PIB. Et puis je te le mets aussi en moyenne mensuelle ajustée du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, 15% du PIB dans les retraites, 1875 € par mois en moyenne, les Suisses sont toujours pas très généreux, les retraités grecs galèrent pas tant que ça finalement. Enfin, si la retraite moyenne correspond à quelque chose, ok, la France est plutôt dans le haut du tableau à chaque fois. Tiens, t'as mis les États-Unis. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette tronche débile? Je suis supposé voir un truc bizarre? Eh ben alors oui, ce sont les retraites financées par une tirelire publique que je te montre là. Ah, hein? Mais non. L'État finance des retraites aux États-Unis. Ah ok, c'est un graphe des retraites financé par répartition, donc ça veut dire que la France n'est pas le seul pays à utiliser ce système. Voilà, merci. On a souvent l'impression que la France est le seul pays à utiliser des prélèvements divers pour financer les retraites. Mais en fait, ce système est mondial. Tout le monde l'utilise partout, même les États-Unis. Ouais, ok, effectivement. Je pensais qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni ou même en Allemagne, c'était que de la capitalisation. Eh ben non, un système par capitalisation, ça ressemble à ça. Chaque individu met son propre argent dans une tirelire tous les mois, la tirelire est gérée par des financiers, ce sont les fameux fonds de pension, et l'argent est envoyé sur les marchés financiers pour financer l'économie réelle ou, malheureusement dans la plupart des cas, la spéculation. Ensuite, quand les individus partent en retraite, ils récupèrent leurs propres sous avec la plus ou moins-value liée à la performance des marchés. Donc en fait, la retraite par capitalisation, c'est de l'épargne personnelle, vieillie dans un fût qui va se remplir ou se vider en fonction de ce que tu mets dedans et de ce que font les marchés financiers. Tandis que la retraite par répartition, c'est un morceau de la richesse nationale créé dans l'année qui est prélevé et reversé. Donc finalement, la retraite par capitalisation, c'est mon propre jus de chaussette de travailleur qui a bien macéré pendant 40 ans, tandis que la retraite par répartition, c'est du jus de chaussette de travailleur tout frais. Eh ben, c'est une façon un peu originale de le voir, mais oui. Et le système par capitalisation, qui est effectivement présent dans de nombreux pays, et notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne, vient toujours s'ajouter par-dessus un système par répartition, parce que politiquement, c'est très inefficace de lancer un système par capitalisation. Comment ça, inefficace? Bon, imagine, c'est la grande crise des années 30, on est aux États-Unis. La majorité des personnes âgées, qui n'ont pas de retraite parce qu'aucun système obligatoire n'existe à ce moment-là, vivent dans l'extrême pauvreté. Normalement, ce sont leurs enfants qui devraient les aider, mais un quart de la population active, c'est-à-dire un quart des hommes à cette époque-là, parce que presque toutes les femmes ne travaillent pas, est sans emploi.
Comment tu fais pour résoudre le problème maintenant, tout de suite? Si tu lances un système par capitalisation en obligeant tout le monde à mettre de côté pour sa propre retraite, tu ne fais qu'assurer aux jeunes actifs que, dans 40 ans, ils ne connaîtront pas le sort que connaissent leurs grands-parents aujourd'hui. Enfin, s'il n'y a pas un autre krach boursier d'ailleurs. Ah ouais, le système met 40 ans avant de se mettre en place. Et oui, donc toute la population qui n'est pas un jeune actif ne bénéficiera pas d'une retraite garantie. Et encore moins les retraités actuels qui sont en train de galérer. Le seul moyen d'avoir un système qui marche instantanément, c'est la répartition. On prélève une partie de la richesse nationale et on redistribue. Ok, je vois, donc tout le monde fait ça pour commencer, et après soit on laisse comme ça, soit on remplace petit à petit par de la capitalisation. C'est ça. Et comme tu peux le voir, le monde est loin d'avoir complètement transité vers la capitalisation. La répartition reste la retraite dominante dans beaucoup de pays. Voilà. Bon, maintenant, revenons à la France. Pourquoi y aurait-il un problème de financement des retraites? Pourquoi y aurait-il besoin d'une réforme? Essentiellement parce qu'en 1960, pour chaque retraité, il y avait 4 actifs en train de bosser, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 1,7. On le voit assez bien si on regarde l'évolution de la pyramide des âges, et là, on peut aller voir une petite animation de l'INSEE. On voit que le baby boom démarre en 1947 et dure jusqu'en 1974. Forcément, avec une retraite qui se prend autour de 60 ans, ça fait que les baby-boomers arrivent en retraite entre 2007 et 2034. Ce qui fait qu'il y a clairement un cap à passer pour financer les retraites des générations concernées. Cela dit, le baby-boom est une anomalie statistique due à la guerre. La difficulté de financement est donc temporaire. Cependant, s'ajoute à cela l'augmentation de l'espérance de vie. On peut aller voir un autre graphe de l'INSEE où on constate que l'espérance de vie a carrément augmenté. Entre 1950 et aujourd'hui, on est passé de 69 à 85 ans pour les femmes et de 63 à 79 ans pour les hommes. Donc forcément, il y a une masse de retraités qui vont vivre longtemps. On n'a pas vraiment le choix. Soit il faut bosser plus longtemps, soit il faut baisser les pensions. Alors déjà, non. En fait, il y a déjà eu pas mal de réformes pour résoudre le problème des retraites. On va essayer de résumer tout ça. 4 leviers ont été utilisés. Premièrement, combien de temps faut-il avoir bossé pour partir en retraite avec la pension maximale? On parle de retraite à taux plein. Ce sont les fameux trimestres à valider. Depuis 1972, on était à 150 trimestres, donc 37 ans et demi de carrière. Mais petit à petit, depuis 1993, réforme Balladur-Veil pour le privé, et depuis 2003, réforme Raffarin-Fillon pour le public, ça se décale de génération en génération pour aller vers les 172 trimestres, donc 43 ans de carrière. Alors, 43 ans de carrière au lieu de 37 ans et demi, bac à 18 ans si t'as pas redoublé, disons bac plus 3, ça fait 21 ans au boulot, plus 43, ça nous fait du 64 ans à la retraite au lieu de 58 ans et demi. Bon, ok. Deuxièmement, quel est l'âge de départ en retraite qui permet de débloquer la pension à taux plein? Quel est l'âge de suppression de la décote en cas de carrière complète? Attends, c'est quoi ce bordel là? C'est le nombre de trimestres validés qui permet de débloquer la pension maximale ou l'âge de départ? Les deux. Il faut et valider tous ces trimestres et atteindre l'âge de suppression de la décote pour débloquer le taux plein. Avant 87, cet âge était de 65 ans. Il passe à 60 ans sous Mitterrand, en pleine cohabitation, réforme Chirac-Séguin, ce qui permet à ceux qui ont commencé à bosser très tôt de partir dès 60 ans et sans décote. Et depuis 2010, réforme Fillon-Wörth, l'âge est passé à 62 ans. Tiens, c'est marrant que ce soit un gouvernement de droite qui a avancé l'âge de départ à 60 ans. Ouais, mais alors justement, tu vas voir qu'il n'a pas fait que ça, ce gouvernement. Troisièmement, quel est l'âge légal de départ en retraite? Non mais attends, mec, on vient d'en parler là de l'âge légal, c'est 62 ans depuis 2010. Non, 62 ans, c'est l'âge de départ sans décote si et seulement si tous les trimestres sont validés. L'âge légal, c'est l'âge à partir duquel, même si les trimestres ne sont pas validés, tu peux partir en retraite sans décote, donc à taux plein, pension maximale. Avant 87, l'âge légal et l'âge sans décote étaient le même, 65 ans. À partir de 87, on est passé à 60-65 ans. Et depuis 2010, c'est 62-67 ans. Ah ok, putain, mais j'avais aucune idée que ça marchait comme ça. Quatrièmement, comment est calculée la pension? Alors là, il y a 3 leviers dans le levier. Ok, allez, c'est bon, je me réveille. Numéro 1, avant la réforme Balladur-Veil de 93, dans le secteur privé, on regardait les 10 meilleures années de salaire pour définir le niveau de la pension. Après 93, on s'est mis à regarder les 25 meilleures années. Forcément, ça fait baisser le niveau des pensions. Dans le privé seulement. Sous-entendu, dans le public, c'est pas pareil. Ouais, parce que dans le public, ce sont les 6 derniers mois de salaire qui servent de référence. Ah ouais, grosse différence du coup. Il y a une raison précise à cela, mais on va y revenir plus tard quand on va parler d'idéologie. Numéro 2, réforme Chirac-Séguin de 87 et Balladur-Veil de 93, on indexe désormais les pensions sur les prix et pas sur les salaires. Ici, un petit exemple pour bien comprendre. Imagine que ta carrière ressemble à ça.
L'évolution de ton salaire au cours du temps dépend de 3 choses. Ton métier, tes responsabilités, ton ancienneté, etc. Mais aussi de l'évolution des salaires d'une manière générale. Plus les salaires montent, plus ton entreprise va avoir tendance à faire grimper le tien. Et puis aussi de la hausse des prix. On va faire évoluer les salaires en fonction de l'inflation. Mettons que le niveau de ta pension soit défini en fonction de la meilleure année de salaire, c'est plus simple. C'est laquelle cette meilleure année-là? Eh ben, c'est le plus haut des salaires, le 3e en partant de la fin. Eh ben ça dépend. On pourrait aussi dire que la meilleure année correspond plutôt au plus gros écart entre le salaire moyen et le salaire perçu, ou alors au plus gros écart avec le niveau des prix. Ah ouais, ok, genre on détermine la meilleure année par rapport à une situation économique donnée. Ouais. Voilà. Donc si on dit que c'est par rapport au salaire moyen que c'est calculé, la meilleure année se trouve ici. Mais on ne peut pas en rester là. Maintenant, il faut prendre cet écart et le faire correspondre au salaire moyen actuel, ce qui permet d'obtenir le niveau de la meilleure année de salaire, qui sert de référence pour fixer la pension. Maintenant, si on se place du point de vue de ta vie de retraité qui démarre, le salaire moyen et les prix vont continuer d'évoluer au cours du temps. Il va donc se poser une autre question. Comment ce montant de pension qu'on vient de déterminer va-t-il être revalorisé au fil du temps? Doit-on faire évoluer le montant des pensions en fonction des prix ou des salaires? Avant les différentes réformes de 87, 93 et 2003, on indexait tout sur les salaires. On déterminait les meilleures années de salaire en fonction de l'évolution générale des salaires, et ensuite, une fois les pensions fixées, on les faisait évoluer aussi en fonction de l'évolution des salaires. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les meilleures années sont évaluées par rapport à l'évolution des prix. Réforme Chirac-Séguin de 87. Et les pensions sont réévaluées aussi en fonction de l'évolution des prix. Réforme Balladur-Veil de 93 pour le privé et réforme Raffarin-Fillon de 2003 pour le public. Ok, et donc, et alors? Alors, voilà comment a évolué le SMIC par rapport au prix en France depuis 1977. Le SMIC est juste une référence parmi d'autres, mais d'une manière générale, les salaires grimpent plus vite que les prix. Donc dès que tu bases tes calculs de détermination des meilleures années ou de réévaluation des pensions sur les prix plutôt que les salaires, tu fais baisser et le montant des pensions et la vitesse à laquelle elles s'apprécient dans le temps. Ah, les bâtards. Donc, de 150 à 172 trimestres à valider pour éviter la décote. Un âge de départ sans décote qui passe de 60 à 62 ans. Un âge légal qui passe de 65 à 67 ans. Un niveau de pension basé sur, au lieu des 10 meilleures années, les 25 meilleures années. Ces meilleures années définies en fonction de l'évolution des prix au lieu de celle des salaires. Et la réévaluation des pensions également basée sur l'évolution des prix au lieu des salaires. Tout cela a largement contribué à résoudre le problème des retraites. Bon, les guillemets partout, là, c'est chiant, là. Quoi, y a pas de problème de financement, en vrai? Alors, déjà, on peut regarder les scénarios du COR, le Conseil d'orientation des retraites. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'avec toutes les réformes déjà mises en place, les revenus des retraités vont évoluer pour représenter entre 14 et 12% du PIB en fonction de la manière dont le PIB se comporte. Ok, donc laisse-moi interpréter ce graphe. Si on tourne à 1% de croissance du PIB par an en moyenne, l'ensemble des pensions des retraités correspondra à un peu moins de 14% du PIB en 2070. Si par contre on fait du 1,8% de croissance, ouais, j'y crois moyen, on tombe à 12% du PIB d'ici 2070. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si on fait moins de 1% de croissance? Eh ben les pensions représentent plus que 14% du PIB. Et ben voilà, bon, c'est pas aussi dramatique que ce que j'avais en tête, mais on y est. Si on fait moins que du 1% de croissance, on va dépasser les 14% du PIB pour les retraites. Et du coup, eh ben on va avoir un problème de financement. Et donc la seule solution, c'est soit encore une augmentation de l'âge de départ, soit encore plus de réduction des pensions. Eh ben non, justement. On pourrait aussi choisir, si jamais il y a un souci, d'augmenter les impôts, taxes et cotisations. Toutes les réformes depuis 87 n'avaient pas nécessairement besoin de se concentrer sur la baisse du coût des retraites. Ah ouais, plus de cotisations. Mais ça va pas être possible, ça. Pourquoi? Les retraites sont des revenus qui permettent des dépenses, donc de la consommation, donc un marché à fournir pour des entreprises qui emploient du monde. Aujourd'hui, les retraites représentent 14% du PIB français. Personne n'a dit qu'elles ne pourraient pas représenter plus que ça. Il n'y a aucune raison d'envisager le scénario du moins de 1% de croissance comme quelque chose qui induit une dépense de retraite trop importante, plutôt que comme un manque de financement. On fait ce qu'on veut. Plus de revenus pour les retraités, si ça ne fait pas grimper le taux d'épargne, ça veut dire plus de consommation de leur part. Donc plus de revenus pour les entreprises qui ont les retraités comme clients. Ok, mais les gens vont pas accepter d'être taxés. Alors, pour répondre à ça, il faut s'intéresser à la manière dont sont financées les retraites. Et c'est justement le sujet de la prochaine partie. Voilà. Ok, regardons d'où vient le financement de la protection sociale dans son ensemble en France en 2017. Sur les 779 milliards que représente cette protection sociale selon l'adresse,
33% vient des cotisations payées par les entreprises, c'est la partie du salaire brut que tu ne vois pas sur la fiche de paie, le salaire super brut ou le salaire total. 13% vient des cotisations payées par les employés, c'est la partie brute du salaire qui est sur la fiche de paie cette fois. Ensuite, il y a encore 13% qui vient de la contribution sociale généralisée, la CSG, c'est un prélèvement qui impacte les salaires, les revenus du patrimoine, les plus-values financières, les retraites et les indemnités chômage. Tiens, mais ça puerait pas un peu du slip, ça? Tu veux financer une protection sociale qui aide en partie les retraités et les chômeurs, et tu leur prélèves un truc. Et oui, c'est un peu le problème de la CSG, c'est en partie un moyen d'organiser des transferts au sein même de la protection sociale, donc de prendre aux retraités et aux chômeurs pour donner aux autres. Ou dit autrement, c'est un moyen de moins augmenter les revenus de la protection sociale que si on passait par des cotisations. Ah putain, je le savais. Ensuite, il y a 12% qui vient des contributions publiques. Alors là, en gros, c'est l'État qui va chercher dans sa propre tirelire pour financer ce qui manque. Donc ici, deux options. Soit ça vient d'autres impôts et taxes comme la TVA, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, tout ça. Soit ça vient des marchés financiers, donc c'est une partie du déficit public, c'est de la dette. Déficit public qui, je te le rappelle, finance une partie des bénéfices de l'économie. Les déficits des uns sont les bénéfices des autres. Pas de bénéfices sans déficit. Ouais, non mais ça va, j'ai bien en tête cette histoire de boucle, mais pourquoi pas choisir d'augmenter certaines taxes qui sont dans la liste de ce qui finance la protection sociale en direct, plutôt que de garder ce truc flou de contribution publique? Eh bien parce que quand c'est flou, c'est plus facile à faire passer. Pas besoin de négocier avec tel ou tel syndicat. Et puis on peut aussi transformer ça en argument politique. On peut par exemple dire qu'il y a un trou de la Sécu, ou un trou de la protection sociale, un excès chronique de dépenses. On va dire que la tirelire de la protection sociale dépend de celle de l'État, qu'elle n'est pas autonome. Donc il faut réduire les dépenses et faire des réformes, alors qu'en fait c'est le gouvernement lui-même qui décide de la manière dont est financée telle ou telle tirelire. Ah ouais, tu organises des transferts entre tirelires pour faire croire qu'il y en a une qui est mal gérée. Ah, les petits malins. Continuons. 7% vient des cotisations imputées. Ça, ce sont les pensions versées par l'État aux fonctionnaires. En fait, tous les retraités de la fonction publique touchent une pension qui prend la forme d'un salaire. L'État continue de les payer, en fait. C'est du salaire retraite. Donc ça vient directement de la tirelire de l'État. Les pensions des fonctionnaires font partie du budget de l'État au même titre que les salaires des fonctionnaires. Ah ouais, c'est bizarre. Tu vas voir qu'en fait non. Pour la suite, je détaille pas parce qu'on a déjà 80% du total. Si on essaye d'agréger un peu tout ça, il y a 37% qui vient des cotisations payées par les entreprises, 20% qui vient des cotisations payées par les actifs, ceux qui ont un emploi, 20% qui vient des particuliers en général, par le biais des taxes sur la consommation, la CSG, une partie des impôts sur le revenu et sur le patrimoine, et puis 23% dilués dans la masse, c'est tout ce qui vient de la tirelire de l'État. On ne sait pas précisément qui contribue à ça parce que c'est réparti dans les différents revenus de l'État, mais quand même, vu que 70% de ces revenus, c'est la TVA et l'impôt sur le revenu, il faut garder à l'esprit que c'est plutôt supporté par les particuliers et les travailleurs et moins par les entreprises. Maintenant, voilà comment cette répartition a évolué au cours du temps. Ok, donc en fait, toute la partie qui vise directement les particuliers est assez récente, quoi. Avant, tout était financé soit par l'activité des entreprises en direct via les cotisations patronales et salariales, soit par le mix de tous les impôts. Exactement. Cette nouvelle forme de financement répond à une idéologie politique et économique. L'idée est avant tout de réduire les charges sociales, c'est-à-dire le coût du travail, pour réduire le chômage. En gros, il faut virer les cotisations sociales pour que les entreprises ressentent moins le coût du travail et embauchent plus. Donc pour compenser ces réductions de charges, essentiellement sur les bas salaires, tous les salaires en dessous de 1,6 SMIC bénéficient d'allègements de cotisations, ou pour empêcher les augmentations de cotisations, parce que comme tu peux le voir, le budget de la protection sociale a bien grimpé, il a doublé en 60 ans, eh bien on fait de plus en plus financer la protection sociale par les particuliers. Cette nouvelle manière de financer la protection sociale, qui s'est mise en place petit à petit dans les années 90, s'est imposée notamment parce que le modèle économique orthodoxe dit que seule une baisse des salaires peut provoquer une baisse du chômage. Et on a déjà fait une vidéo pour expliquer comment fonctionne ce modèle, allez, on va dire, discutable. Donc, on ne veut pas faire augmenter les dépenses / revenus de la protection sociale parce que l'idéologie politique et économique dominante est de diminuer les charges qui, soi-disant, pèsent sur le travail. Donc on ne veut pas augmenter les cotisations patronales et salariales. D'un autre côté, les particuliers ne veulent pas être taxés davantage, car leur part dans le financement n'a fait qu'augmenter depuis les années 90. Et il faut bien comprendre que tout ce qui se finance par la CSG, ce sont en partie des revenus en moins pour les chômeurs et les retraités, qui sont supposés bénéficier de cette protection sociale. Il y a aussi dans ce refus sûrement une méconnaissance du fonctionnement du système. Les gens ne comprennent pas que tous les prélèvements qui alimentent la tirelire de la protection sociale leur sont reversés sous forme d'aides diverses, d'accès gratuit aux soins, etc. Et enfin, la dernière partie du financement vient de la tirelire de l'État. Dans ce dernier cas, si on veut augmenter le budget de la protection sociale, soit ce sont d'autres taxes qu'il faudra augmenter,
Putain, si on pouvait éviter cette merde d'évasion fiscale des entreprises quand même. Soit il faudrait augmenter le déficit public. Ah, ça par contre, c'est sûr que ça va pas passer. Mais tous ces refus sont politiques, pas techniques. Toutes ces méthodes de financement sont utilisables. Il n'y a rien qui dit que les dépenses / revenus de la protection sociale, qu'il s'agisse des retraites ou du reste, doivent être plafonnés à 32% du PIB. Ok, donc en fait, je crois que je capte. La question c'est, est-ce qu'on veut toujours partir à la retraite à 62 ans ou même avant? Et si oui, qui est-ce qu'on prélève pour y arriver? Est-ce que ça aurait du sens par exemple d'utiliser la création monétaire? Et finalement, c'est pareil pour tout ce qui est géré par la protection sociale, genre le personnel hospitalier qui galère, on pourrait taxer un truc qu'on trouve moins utile qu'eux pour pouvoir les revaloriser. Genre, par exemple... Par exemple, les transactions financières sur les marchés financiers, plus précisément sur le marché de l'occasion, celui qui finance pas l'économie réelle. Ah ouais, il doit y avoir largement assez pour financer à peu près tout ce qu'on veut là-dedans. Bon, faudrait regarder en détail, mais oui, clairement, il y a de quoi faire. Bref, c'est pas une question de technique dans le sens il n'y a pas le choix, il y a un trou, faut couper. C'est un choix technique dans le sens il y a plein de possibilités et il faut discuter de celles qu'on préfère. Mais il n'y a pas d'obligation de forcément tout voir par le biais de la réduction des dépenses, qui encore une fois sont aussi des revenus. Voilà. Ouais, mais alors, attends une seconde. Soi-disant qu'on pourrait faire ce qu'on veut, taxer qui on veut, etc. Est-ce que tu passes pas gentiment à côté d'un argument massu? Un argument massu, non, je vois pas. Eh ben alors, c'est moi qui vais te donner des cours d'économie? On vit pas dans le monde des bisounours, mon petit gars. Si on augmente les taxes, les entreprises vont se barrer à l'étranger avec les emplois. Il restera plus rien à taxer. Ah, le chantage à l'emploi. Alors, c'est bien vu. C'est effectivement une réalité. Les entreprises menacent et mettent à exécution leurs projets de délocalisation quand elles n'aiment pas la manière dont on les taxe. Il est important de bien comprendre que cette stratégie est pertinente, du point de vue micro uniquement. Une entreprise isolée peut très bien se dire que puisque ses employés et ses clients en France ne sont pas les mêmes personnes, elle peut sans problème priver de revenus ses employés français en les mettant au chômage et délocaliser la production en Pologne par exemple, où les salaires sont plus bas. Ça posera pas de problème car l'entreprise peut toujours vendre ses marchandises en France. Cette même entreprise peut aussi choisir de délocaliser ses profits en Irlande, en Belgique ou aux Pays-Bas pour éviter les impôts sur les sociétés. Mais la stratégie est absolument débile du point de vue macro. Les salariés des uns sont les clients des autres. Si toutes les entreprises délocalisent et arrêtent de payer leurs impôts en France, la population perd tout pouvoir d'achat et l'État s'effondre sous le poids de la dette pour financer le peu de revenus des nombreux chômeurs. La crise économique qui en découle empêche la vente en France des marchandises produites à l'étranger et les entreprises qui se croyaient malines font faillite. Cette forme de débilité macro des entreprises, alors qu'elles sont pourtant très douées pour les raisonnements micro, a été très bien comprise par les économistes de la période d'après-guerre, entre 1945 et 1975. Durant cette période, on permettait aux marchandises de circuler, import-export, pas de problème, moyennant parfois des droits de douane, mais on interdisait aux capitaux de s'expatrier. Les entreprises devaient investir leur surplus sur le territoire national uniquement, et les montages financiers complexes pour éviter les taxes ne pouvaient pas se faire. L'idée était de contrôler la finance afin d'en faire un serviteur de la démocratie et non pas un maître. Attends, donc là tu veux dire que pendant 30 ans, pendant les 30 glorieuses, il n'y avait pas de délocalisation? C'est ça. Le principe de l'ouverture des frontières aux mouvements de capitaux qui rend possible délocalisation de la production et évasion fiscale est apparu petit à petit dans les années 70, 80 et 90, via des innovations techniques et via l'apparition de nouvelles lois. D'ailleurs, les Français ont bien contribué à ça, on fera un épisode là-dessus. Ici, ce que je veux dire, c'est que l'argument du « il n'y a pas le choix, si on les taxe trop, les entreprises vont se barrer » est complètement biaisé. La liberté de délocaliser est un droit issu d'un choix politique qui a été donné aux entreprises et qui peut donc leur être repris. Évidemment, ça suppose pas mal de boulot puisque ce droit fait partie des traités fondateurs de l'Union européenne. Mais il n'empêche que ça reste un choix politique et pas une obligation économique. On peut très bien organiser l'économie, même mondialisée, autour d'un plus gros contrôle des mouvements de capitaux. D'ailleurs, on l'a déjà fait en fait. Voilà. Ok, mais alors, et le coût de la méga complexité du système actuel des retraites? Parce que la réforme Macron, c'est aussi on fait un truc unique, compréhensible, égalitaire, tu cotises, tu gagnes des points, tu transformes tes points en euros pour ta retraite, tout le monde cotise le même nombre d'années, fini les régimes spéciaux, les mecs qui partent à la retraite à 55 ans avec 5000 boules par mois alors qu'ils ont cotisé pot de zub, on simplifie quoi. Ouais, alors on simplifie surtout pour mieux contrôler. Faut bien comprendre que le système de protection sociale
donc de retraite en partie tel qu'il a été pensé en 1945, avait pour but d'exclure le gouvernement des décisions. Le montant des cotisations et des aides devaient être négociés entre les partenaires sociaux, donc entre les syndicats de travailleurs et de patrons. Mais c'était une vision très communiste en fait. Bah je croyais que le communisme c'était au contraire l'État qui contrôle tout. Ouais, non, ça c'est l'URSS ou la Chine. Qui sont justement des régimes communistes. Ouais, alors je vois, il y a un problème de définition là. Le communisme, c'est le non-capitalisme. Les moyens de production sont entre les mains des travailleurs et pas des actionnaires ou de l'État. Donc ni la Chine ni l'URSS ne sont communistes. Bref, c'est une discussion pour un autre épisode. Il n'empêche que, avec la chute de l'URSS qui malgré tout permettait aux idées communistes d'exister et le tournant libéral des années Reagan-Thatcher, donc les années 80, la protection sociale est de plus en plus devenue synonyme de coût, de frein à l'activité économique. Et donc les gouvernements successifs ont cherché à reprendre la main sur cette protection sociale. Ce qu'ils ont réussi à faire. Aujourd'hui, la tirelire de la protection sociale est quasiment exclusivement gérée par l'État. La réforme Macron, c'est un moyen de simplifier la partie retraite de cette protection sociale afin d'encore mieux la contrôler. Sous-entendu, j'imagine, afin de pouvoir facilement baisser le coût des retraites quand on en a envie. Sachant que la pensée dominante voit les retraites comme un coût, comme une charge, c'est sûr que ça sent plus la baisse que la hausse. Mais bref, parlons un peu de la complexité du système. Il y a pas mal de trucs à dire, commençons par un petit état des lieux avec des statistiques. D'abord en France, même si les systèmes de retraite par capitalisation existent, ils ne représentent presque rien en termes de pensions versées, à peine 3% du total. Donc la France marche à 97% par répartition. Voilà, ensuite j'ai un petit tableau pour toi. Il y a 17 millions de retraités en France qui, en 2016, ont touché un total de 327 milliards d'euros de pensions de retraite et d'invalidité. Les retraités sont affiliés à des caisses d'assurance vieillesse qui leur versent leurs pensions, et c'est pour ça que c'est pas toujours facile de s'y retrouver, et il y a plein de caisses. Ouh là là, je sens que ça va être un tableau compliqué. Disons que ça va être un tableau bien rempli. Donc, les retraités du privé sont affiliés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Elle a versé 114,9 milliards d'euros de pensions en 2016 à plus de 13 millions de retraités. Ensuite, il y a la Caisse des salariés agricoles. Elle a versé 8 milliards d'euros en 2016 à presque 2 millions de retraités. L'ensemble de toutes ces pensions représente 38% du total des pensions. Tu captes comment il est foutu mon tableau là ? Ouais, ok, je capte, mais pourquoi tu fais pas une petite division là? 114,9 milliards divisé par 13,4 millions de retraités, ça fait 714 euros par mois et par retraité. C'est pas beaucoup du coup. Alors non, tu peux pas faire ça parce qu'un retraité peut être affilié à plusieurs caisses, donc ça voudrait pas dire grand chose. Hein? Eh bah oui, si dans ta carrière t'as changé d'activité, tu peux te retrouver à toucher des montants de pension de plusieurs caisses différentes. Ah! Donc, continuons de remplir ce tableau. Les retraités du privé sont obligés d'être affiliés à des complémentaires retraite. Donc c'est une obligation, c'est un truc qui vient en plus de ce que verse la caisse de retraite. Il y en a 3 pour le privé. La complémentaire des salariés, ARCO, celle des cadres, AGIRC, et celle de ceux qu'on aurait cru qu'ils étaient des fonctionnaires, mais en fait non, IRCANTEC. IRCANTEC, qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques. Ouais bah tu vois là je me représente toujours pas très bien la chose. Alors en gros, c'est pour les contractuels de la fonction publique, donc les élus qui peuvent dégager après une élection, mais aussi ceux qui bossent dans les ministères par exemple. Quand il y a un nouveau ministre, les équipes qui lui sont attribuées peuvent être remplacées. Ça concerne aussi certains agents des collectivités locales, les temps partiels, ce genre de trucs. Ok. Donc là tu vois que si on prend les caisses de retraite et les complémentaires du privé, qui sont obligatoires, on a déjà 62% du total des pensions versées. Sachant qu'on va revenir sur ce truc de complémentaire du privé un peu plus tard, parce que c'est hyper important. Bon, après le privé, le public j'imagine. Oui. Tu peux voir que les anciens employés de la fonction publique, civile, militaire et le personnel hospitalier, touchent 22% du total des pensions. Ici, même s'il y a aussi parfois des complémentaires obligatoires, les chiffres sont agrégés. Ensuite, on passe aux indépendants, donc les retraités qui bossaient dans le domaine agricole, mais sans être salariés, les anciens artisans et commerçants, les professions libérales, donc tous les gens qui bossaient à leur compte, et les anciens avocats. Ça, c'est 11% des pensions et ça inclut aussi les complémentaires. On termine avec le reste, donc là, ce sont les régimes spéciaux pour les anciens mineurs, les retraités de l'aéronautique civile, les retraités des grandes entreprises publiques, donc EDF, La Poste, Radio France, France Télévisions, etc., les anciens de la SNCF, de la RATP, les invalides de la marine, etc. Ça représente 5% des pensions et, de ce que j'ai compris, corrigez-moi dans les commentaires, il n'y a pas de complémentaire. Ces régimes spéciaux ont des règles d'âge légal, d'âge sans décote, de trimestre à valider, etc., qui peuvent être différentes de ce qu'on trouve dans le privé ou le public. Ça va? Ouais, je crois, mais pourquoi c'est aussi compliqué là? Parce que tu vas voir, on va en parler dans la prochaine partie. En attendant, passons aux âges de départ à la retraite. Alors j'ai pas toutes les infos, mais voilà ce qu'on peut voir.
Dans le privé, personne ne part avant 60 ans. Et ensuite, le gros des départs se répartit entre 60 et 65 ans. Alors attends, là si je lis bien le truc, ça veut dire qu'en 2017, 31% des retraités affiliés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont partis en retraite entre 62 et 64 ans. C'est ça. Dans le public, les départs démarrent dans la tranche 57-59 ans, donc en moyenne 1 an et demi plus tôt que dans le privé. Et s'étale ensuite jusqu'à 65 ans. Attends, mais je croyais que l'âge de départ minimal c'était 62 ans. Non, ça c'est l'âge pour partir sans décote. Mais il y a des dispositifs de retraite anticipée. Dans la fonction publique, il est possible de partir à 60, voire même à 57 ans. Et puis, il y a aussi des exceptions pour les policiers, les surveillants de l'administration pénitentiaire, les contrôleurs aériens, les agents des égouts, etc., qui peuvent partir avant 52 ans. Puis comme tu peux le voir, il y a aussi les militaires qui partent avant 56 ans. Ouais, d'accord, des histoires de pénibilité en fait. C'est ça. Les indépendants partent en retraite à peu près comme les travailleurs du secteur privé, mais avec encore plus de monde dans la tranche plus de 65 ans. Ensuite, pour les régimes spéciaux, ça dépend. On voit bien que pour les retraités d'EDF, la SNCF et la RATP, les départs à la retraite s'étalent entre moins de 56 ans et 60 ans. Pour les notaires, c'est à peu près pareil que pour la fonction publique. Et pour les cultes, là, c'est beaucoup plus tardif. Eh ben, EDF, SNCF et RATP, la vie est belle, hein. Ouais, mais tu vois, c'est toujours le même débat. Est-ce que ce sont eux qui doivent s'aligner sur les retraités du privé et partir à 63 ans, en moyenne, ou l'inverse, l'ensemble des régimes qui doivent s'aligner sur la RATP et partir avant 56 ans? On a tendance à croire qu'il serait impossible de réduire l'âge de départ à la retraite. Mais encore une fois, c'est un choix de société. Il n'y a pas de problème de financement. Si on accepte de travailler moins longtemps, il faut aussi accepter de cotiser davantage ou d'être taxé davantage. Et après, tout dépend aussi de ce qu'on taxe et de qui on taxe. Mais on peut financer ce qu'on veut. Ah putain, la taxe sur les marchés financiers quand même. Maintenant, je te montre un autre tableau avec les pensions moyennes par personne et par mois, par régime d'affiliation principal. J'ai rajouté les effectifs en millions de personnes, histoire d'avoir une idée de la masse que ça représente. Et le total ne correspond pas à 17 millions de retraités, parce que, encore une fois, il y a des pensionnaires qui sont sur plusieurs régimes, qui touchent des morceaux de pension sur plusieurs régimes. Bon, ici, il y a à mon avis 2 trucs à voir. Déjà, les anciens salariés du privé, du milieu agricole et les artisans commerçants sont ceux qui s'en sortent le moins bien. Peut-être un signe qu'il faudrait davantage penser à rehausser les pensions des moins bien lotis plutôt qu'à chercher à réduire celles de ceux qui s'en sortent le mieux. Ensuite, regarde un peu les écarts de pension entre les hommes et les femmes. Oui, enfin on le savait, inégalité, inégalité. Par contre, c'est marrant, le privé et les indépendants sont encore plus vaches avec les femmes que le public. Pourquoi? Il y aurait moins d'écart de salaire entre hommes et femmes dans le public? Oui, déjà. Et puis, souvent, à cause de la charge des enfants, les femmes qui bossent dans le privé sont obligées d'interrompre leur carrière et de prendre des emplois à temps partiel, souvent rémunérés au SMIC. C'est moins le cas, voire pas du tout le cas, dans les entreprises proches de l'État et dans la fonction publique. Du coup, par rapport à un homme qui n'a pas connu une carrière en dents de scie, et au moment de calculer la pension sur les 25 meilleures années de salaire, les femmes du privé s'en sortent moins bien. Voilà un autre tableau sur la répartition des pensions, tout régime confondu. Ça permet de voir que les pensions de plus de 5 000 € par mois sont loin d'être la majorité, et aussi que la différence homme-femme, même si elle tend à se réduire si on regarde un peu l'historique, est toujours bien présente. Bon d'accord, ça fait pas mal de données quand même. Je sais, et encore, j'aurais bien aimé t'en montrer plus, il y a plein de trucs à dire. Je te mets en description des sources, et notamment les rapports de l'adresse, qui sont vachement bien foutus. Il y a plein de graphiques, c'est très visuel et facile à comprendre. Il y a aussi des jeux de données téléchargeables sur Excel depuis leur site internet. Là encore, c'est hyper bien foutu et catégorisé. Si tu veux t'amuser avec les données, il y a de quoi y passer des semaines. Oui, bien sûr. Si je te file des thunes sur Tipeee, c'est pas pour avoir à me taper le taf moi-même. Toi, tu me files des thunes sur Tipeee? Attends, t'en sais rien, c'est carrément possible. On peut pas savoir de toute façon avec l'histoire de pseudo. Ouais, ok. Donc, la suite. Voilà. Alors, pourquoi le système de retraite français est si compliqué, bordel? Parce qu'il s'est construit petit à petit et au fur et à mesure des nouveaux métiers, des nouvelles formes d'activité, des luttes syndicales et politiques, de l'alternance des gouvernements de droite et de gauche, de l'influence des communistes après la guerre. En gros, chacun a essayé de réformer ou de promouvoir, là où il le pouvait, la forme de retraite qui correspondait le mieux à son idée. Idée souvent motivée non pas par la technique financière, mais plutôt par une idéologie politique. L'idéologie de la retraite. Oui, il y a grosso modo 2 manières de concevoir ce qu'est une retraite. Une première qui a dominé entre 1945 et le début des années 70, guidée par un parti communiste influent et un fort pouvoir des syndicats des travailleurs, et un deuxième plutôt guidé par des syndicats patronaux, les marchés financiers et la nouvelle théorie économique dominante,
qui a mené à toutes les réformes dont on a déjà parlé, dont le projet actuel du gouvernement est la continuité. Ah ouais, ok, alors là, je veux bien en savoir plus. Ok, commençons par une question simple. Qu'est-ce qu'une pension de retraite selon toi? Eh ben, c'est des sous que tu touches tous les mois quand t'es trop vieux pour travailler. Ouais, ok, bon alors on peut partir là-dessus. Comment est-ce que tu crois qu'on fait pour estimer le montant auquel un retraité a le droit? Comment on calcule les pensions? Eh ben, on l'a dit en fait, dans le privé, on se base sur les 25 meilleures années de salaire, et dans le public, c'est les 6 derniers mois. D'ailleurs, tu m'as toujours pas expliqué pourquoi il y avait une différence. On va y arriver. Est-ce que tu vois pas une différence fondamentale entre ce mode de calcul des pensions actuel et la réforme que propose le gouvernement? Bah oui, d'accord, avec la réforme, au lieu des meilleures années, ce sera toutes les années qui compteront. Du coup, les retraités vont gagner moins, ça c'est sûr. Oui, alors ça c'est clair. Mais surtout, le système de retraite actuel est construit sur une idéologie du salaire continué, pas du salaire différé. Salaire continué? Mais continué par rapport à quoi? Ok, dans un système de retraite à points, quand tu cotises, donc quand tu payes les pensions des retraités de maintenant, tu économises aussi des points. Plus tu cotises, plus tu économises des points. Tu te retrouves en fin de carrière avec un portefeuille rempli de points. On va pouvoir convertir tous tes points en euros pour déterminer le montant de ta pension. Les euros issus des versements viendront évidemment des cotisations payées par les entreprises et les salariés du moment, mais le montant de ta pension dépendra du nombre de points accumulés. C'est du salaire différé dans le temps, comme si grâce aux points mis de côté, on avait gardé la trace de tes cotisations passées et qu'on te les reversait maintenant que tu es en retraite. Note également que la valeur du point est cruciale. Si le gouvernement décide de baisser sa valeur, Non mais je sais bien, hein, droit dans le fion. J'imagine que l'idée c'est de regarder combien il y a de cotisations et de taxes pour remplir la tirelire, et puis après d'ajuster la valeur du point en fonction de ça. Comme ça, il n'y a plus jamais de problème de financement, t'es toujours à l'équilibre quoi. c'est exactement ça. Du coup, c'est comme un genre de retraite par capitalisation en fait. Par le biais de mes points, c'est comme si c'était mon propre jus de chaussette qui m'était rendu. Exactement. Tu cotises, donc tu as droit, et tes droits dépendent du montant cotisé et de la valeur du point. Ouais, je vois, c'est logique. Mais du coup, c'est pas comme ça que ça marche actuellement. Non, pas pour la grande majorité des pensions. Aujourd'hui, cotisation et droit à la retraite sont séparés. D'un côté, tu cotises, ça sert à financer la protection sociale, et de l'autre, tu mènes ta carrière. À la fin de celle-ci, on valide le fait que tu ne vas plus travailler en entreprise, mais on valide aussi le fait que ta personne, grâce à ton expérience et au savoir que tu as acquis, a de la valeur. La pension est la représentation de cette valeur. C'est pour ça que dans la fonction publique, on regarde les 6 derniers mois de salaire. On estime que parce que la carrière des fonctionnaires est toujours croissante en rémunération, ce sont les 6 derniers mois de salaire qui définissent le mieux la qualification de la personne, sa valeur, son potentiel de création de richesse, si tu veux. Et du coup, c'est sur cette base qu'est calculée la pension. Pour les salariés du privé, on mesurait la qualification de la personne sur les 10 meilleures années de salaire avant 93, et puis depuis la réforme Balladur-Veil, comme on l'a déjà vu, ce sont désormais les 25 meilleures années qui sont retenues, ce qui a largement fait baisser les pensions. Mais tu vois la logique, on cherche à valoriser les retraités. On leur dit « Ok, tu bosses plus en entreprise, mais tu vas continuer de créer de la richesse. Donc on continue de te verser un salaire en fonction de ta valeur, de ton potentiel, et pas en fonction de ce que tu as cotisé ou non. C'est du salaire continué, pas différé. » Et ça, donc, c'est la différence entre la vision communo-syndicaliste de 45-70 versus la vision capitalistico-patronale de maintenant. C'est ça. Le système de retraite a été construit sur l'idée du salaire continué à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, depuis Giscard, on a petit à petit fait des réformes pour aller vers un système de salaire différé. Ok, mais alors, les retraités créent pas de richesse, si? Je veux pas être méchant, mais enfin, l'idée est sympa. Attends, les retraités font rien? Ben si, oui, ok, ils t'aident avec les enfants, ils t'aident à réparer des trucs, ils cuisinent des bons petits plats, ils sont dans les associations, ils viennent te chercher à la gare, d'accord, mais est-ce que c'est de la richesse? Alors, qu'est-ce que la richesse? On a déjà fait un épisode là-dessus, qu'il faudrait qu'on update un de ces jours d'ailleurs. La richesse dans notre monde actuel, c'est le PIB. Mais le PIB n'enregistre que les richesses comptables. C'est une vraie passoire. Par exemple, si tu bosses chez toi sur des fichiers Excel, pour comprendre le système de retraite par exemple, c'est pas du travail. Si tu fais la même chose pour ton boss, c'en est. Si tu gardes tes enfants, c'est pas du travail. Si tu fais garder tes enfants par une nounou que tu payes, c'en est. Si tu répares ton ordi, c'est pas du travail. Si tu payes un réparateur, c'en est. C'est pas l'activité qui définit le travail, c'est la présence d'une hiérarchie, d'une contrainte et d'une transaction monétaire basée sur un prix. Donc en fait, on a l'impression que le travail se définit par l'activité réalisée, mais en réalité, c'est pas du tout comme ça qu'on le comptabilise. Ah ouais, ok, je crois que je vois ce que tu veux dire. Finalement, c'est pas ce que je fais qui détermine si je bosse ou non. Putain, j'avais jamais pensé à ça. Essayons de visualiser ça. Voilà plusieurs activités que je répartis en fonction de leur utilité ou valeur productive. Certaines sont plutôt productives, certaines sont plutôt neutres, inutiles, et certaines sont plutôt nocives.
pas souhaitable. Tu remarques que chacune de mes deux activités possède deux faces. C'est parce que chacune d'entre elles peut potentiellement être associée au travail, tel qu'on le définit aujourd'hui, ou au loisir. Si tu tonds le gazon, c'est du loisir. Si tu es employé par une entreprise pour tondre le gazon, c'est du travail. Le travail tel que nous le définissons aujourd'hui est associé à un marché de l'emploi, c'est-à-dire à des entreprises ou à des États qui contraignent leurs employés à effectuer certaines activités. Le salaire ne s'obtient qu'en échange de cette activité imposée, sachant que les activités ne sont pas forcément productives ou utiles pour la société. David Graeber décrit d'ailleurs dans son bouquin Bullshit Job à quel point les travailleurs d'aujourd'hui, surtout ceux qui bossent dans des bureaux, sont persuadés que leur boulot est totalement inutile, voire même nocif à la société. L'idée de la retraite à la française, c'est de dire que la pension est un salaire connecté à la personne qui ensuite choisit elle-même de l'activité qu'elle souhaite mettre en valeur. On pourrait même imaginer que le travailleur retraité décide de mettre ses qualifications au service d'une entreprise ou d'un État, s'il le souhaite. Mais parce que son salaire est associé à sa personne, c'est lui qui décide de ce qui est utile ou non. C'est du travail libéré du marché. Ah ouais, c'est carrément révolutionnaire ce truc. Bon, évidemment, encore faut-il que les retraités comprennent ça. Il ne s'agit pas de leur mettre la pression pour qu'ils se tuent à la tâche, mais simplement de leur montrer qu'ils sont libres de valoriser ce qu'ils veulent, ce qu'ils trouvent pertinent, ce qui a une importance pour eux. Qu'on ne les considère pas comme des vieux croutons à qui il faut donner la main pour qu'ils survivent, mais qu'ils font toujours partie de la société, et qu'en tant qu'actifs, ils créent de la richesse. Et puis évidemment, il s'agit aussi de montrer que le travail, la création de richesse, ne se fait pas que en entreprise. Ok, donc vu sous cet angle, la réforme des retraites, c'est exactement l'inverse de la validation de la productivité des retraités, en fait. On leur file des points en fonction de ce qu'ils ont fait dans le passé, et on leur rend ces points sous forme de thunes une fois en retraite. Voilà, c'est du salaire différé, pas du salaire continué, comme c'est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le moment de reprendre mon tableau de tout à l'heure. Les seules formes de pension qui ne sont pas calculées sur la valeur des personnes, sur leur qualification, sur les meilleures années de salaire, mais sur le montant cotisé dans le passé, ce sont les complémentaires du privé. Agirc, Arco, Ircantec et les complémentaires des indépendants. Tout le reste, c'est du salaire continué. D'ailleurs, il y a un film avec Depardieu, Mammouth, dans lequel il retourne voir ses anciens employeurs pour valider des trimestres de sa retraite. Personne ne cherche à savoir si Depardieu a cotisé, les boulots n'étaient même pas déclarés. Ce qui compte, c'est juste de valider qu'il ait bien bossé et de connaître la rémunération. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est de connaître la qualification de la personne pour estimer son salaire de retraite. En France, ce salaire de retraite s'obtient sous condition d'avoir validé ses trimestres et son montant est basé sur le potentiel productif de la personne. Donc on l'estime via le montant des salaires. C'est pour ça que dans la fonction publique, c'est les 6 derniers mois qui comptent au lieu des 25 meilleures années. Parce que l'idée d'un salaire continué basé sur une qualification est plus acceptable dans la fonction publique que dans le privé. Or, une qualification, c'est un grade, un rang, qui se détermine normalement plutôt en fin de carrière. Ah ouais, alors que pour une entreprise, un employé n'a de valeur que s'il bosse dans l'entreprise. Du coup, l'idée de grade obtenue en pensant à ce que va faire cette personne de cette qualification en dehors de l'entreprise, ça n'a aucun sens. Donc du coup, on regarde plutôt vers le passé, et puis s'il y a moyen de regarder le plus loin possible pour limiter la compensation, donc le coût, c'est encore mieux. C'est exactement ça. Ok, je savais pas du tout que ça marchait comme ça. Je crois que je vais avoir besoin d'un peu de temps pour savoir si je suis d'accord ou pas. Dernière petite chose avant de conclure pour que tu aies tous les éléments de débat. Tu te rappelles de cette histoire de calcul des 25 meilleures années en se basant sur l'évolution des prix plutôt que des salaires? Ouais, réforme Chirac-Séguin 1987, avec un peu plus tard réévaluation des pensions également calculée en fonction de l'évolution des prix plutôt que de celle des salaires. Ah ouais, t'écoutes vraiment ce que je raconte en fait. Ouais, alors t'excites pas non plus, je sais pas pourquoi, il se trouve que là, coup de bol, ça j'ai retenu. Allez, je prends ça quand même pour un encouragement, donc. C'est grâce à des maniques comme ça que le gouvernement Macron arrive à trouver des cas où le projet de pension à points rémunère plus que les pensions actuelles. Les pensions sont plus basses parce que l'ensemble de la carrière compte au lieu des 25 meilleures années, mais les points, tant que tu es encore actif, sont revalorisés en fonction de l'évolution des salaires, alors que c'est l'inflation qui est utilisée à l'heure actuelle. Du coup, tu peux trouver des cas où c'est plus avantageux. Mais bon, ça dépend aussi de la valeur du point, donc le gouvernement fait un peu ce qu'il veut avec ses scénarios. Mais au-delà de ça, il y a aussi un aspect idéologique. Si les retraites sont des salaires qui rémunèrent des personnes libres de créer de la richesse, alors il est normal que les pensions dépendent de l'évolution des salaires, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Si en revanche les retraites ne sont que du pouvoir d'achat distribué à des vieux croutons avec qui il faudrait quand même pas oublier d'être solidaire, alors là oui, c'est normal de les indexer sur l'inflation. Tu saisis la nuance? Ok, ouais. Indexé sur les salaires, les retraités participent à la production de richesse. Indexé sur l'inflation, il faudrait quand même pas que les pauvres retraités puissent plus s'acheter de tisane. Voilà.
Bon, on est loin d'avoir tout couvert, mais on a dit l'essentiel. J'ai mis des documents et d'autres vidéos à aller voir en description pour aller plus loin si ça t'intéresse. J'en profite aussi pour faire une petite pub pour le nouveau site d'Osons Causer qui s'appelle Osons Comprendre et qui propose justement 2 vidéos très bien faites sur le côté technique des retraites et de leur financement. Comme cette énorme vidéo est déjà découpée en morceaux, je vais plutôt faire une conclusion qu'un résumé. Tous les pays riches ou développés du monde ont un système de protection sociale publique qui protège les habitants de différents risques, dont le risque vieillesse fait partie. Le mode de financement de cette protection sociale se fait sur la base de prélèvement d'une partie du PIB via des cotisations, des impôts et des taxes. Mais le PIB est très imparfait. Le biais idéologique qu'il contient est énorme. En effet, parce que l'on s'obstine à ne compter la valeur qu'avec des prix, tout bien ou service qui ne se vend pas a besoin d'un impôt ou d'une taxe pour le valoriser, sinon il passe totalement inaperçu aux yeux du PIB. Donc, si le service est rendu gratuitement, il faut prélever la valeur sur une activité qui en crée via une taxe. Sous-entendu, seul le rapport marchand qui impose un prix est créateur de richesse. Le secteur public ne fait que prélever la richesse pour valoriser le travail des fonctionnaires. Et la protection sociale est encore pire puisqu'elle ne fait que prélever sans rien valoriser, mis à part celle du personnel hospitalier et ambulancier. La protection sociale ne serait donc essentiellement qu'un système d'aide qui, même s'il est souhaitable, dans une certaine mesure, pèse sur l'activité économique et ne crée aucune richesse. Pourtant, les parents s'occupent de leurs enfants, les retraités s'investissent dans des associations, les étudiants font avancer les connaissances, les associations diverses fournissent de nombreux services, sans compter que tout le monde participe à cette fameuse cohésion sociale qu'il fait bon vivre dans une ville ou dans une région et qu'on a envie de sortir ou de se lancer dans des projets. Tout cela n'est pas de la richesse aux yeux du PIB, car ce ne sont pas des activités marchandes. Donc la protection sociale, via les différentes aides qu'elle fournit, permet de faire apparaître ces richesses. On peut donc la voir comme un coût, comme des aides qui rémunèrent des boulets, comme de la solidarité vis-à-vis de ceux qui pèsent sur les activités productives, ou au contraire comme une manière de valoriser par la rémunération de véritables travailleurs qui participent à la production en choisissant ce qu'ils veulent faire de leur temps. Il s'agit d'un choix idéologique. Est-ce qu'on choisit de dire que les gens qui bossent pas en entreprise sont des boulets, ou au contraire qu'ils sont productifs? Sachant que quoi qu'il arrive, en entreprise comme pendant son temps libre, les activités pratiquées sont pas toutes productives. Et forcément, le phénomène est autoréalisateur. Quand on dit aux gens qui sont des boulets, ils ont tendance à se comporter comme tels et inversement. Voilà donc l'enjeu principal des retraites. Le système a été pensé comme une manière de continuer de rémunérer des travailleurs qui ont une véritable valeur productive, qui continuent d'être actifs en dehors des entreprises, et pas comme des assistés qui ont besoin de pouvoir d'achat. Et la logique peut aussi s'appliquer à tous ceux qui bénéficient d'aides sociales. Voulons-nous les voir comme des boulets ou comme des travailleurs productifs? Alors qu'il a été pensé comme un système géré par des partenaires sociaux et de rémunération de travailleurs actifs libérés de l'entreprise, le système de retraite à la française n'arrête pas d'évoluer en direction d'un système d'assistanat géré par le gouvernement. Les 10 meilleures années de référence sont devenues les 25 meilleures années, l'âge sans décote et l'âge légal sont constamment augmentés, les cotisations sociales sont diminuées car elles sont supposées peser sur l'activité économique, on les remplace par de la CSG pour libérer les entreprises, on indexe les pensions sur l'inflation au lieu des salaires, etc. Aujourd'hui, la réforme du gouvernement fait un pas de plus vers un contrôle total, notamment via le contrôle de la valeur du point, et vers un véritable assistanat. La pension ne sera plus calculée en fonction de la valeur des travailleurs qui partent en retraite, de leur potentiel de création de richesse, mais en fonction de points mis de côté pendant la carrière, comme c'est déjà à peu près le cas pour les complémentaires du secteur privé. Sous-entendu, seul le travailleur en entreprise est productif, et seule la preuve de son travail dans le passé peut justifier d'une aide dans le présent. Le choix de l'une ou l'autre de ces idéologies est avant tout politique. Et même s'il est clair que dans le monde actuel, depuis les années 80, les institutions et les règles ont évolué vers une protection sociale perçue comme de l'assistanat, il n'empêche que le choix demeure avant tout politique et pas technique. À nous de choisir la société dans laquelle on souhaite vivre. Merci à tous d'avoir suivi cette longue vidéo. Pour ceux qui connaissent, et ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, je me suis pas mal inspiré des travaux de Bernard Friot, qui a une vision très différente de ce à quoi je suis habitué. Cela dit, c'est vrai que son argumentation est quand même très intéressante, car effectivement, ce qu'on choisit de définir comme richesse est central. Le PIB est plein de défauts. Et il faut pouvoir penser au-delà de la définition de ce qu'il donne de la richesse, pour ensuite savoir si on est d'accord ou pas avec l'utilisation de cet indicateur comme norme. Sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est essentiel si vous voulez soutenir la chaîne. Sinon, il y a aussi le Tipeee pour valoriser financièrement mon activité. C'est essentiellement grâce aux tipeurs que je mange. Un grand merci à eux et à très vite pour un prochain épisode.